lundi 27 juillet, sur la place du Poufre, aux voix vives, avec le gouverneur des éditions Apéron qui va se nommer lui-même. Alors le nom c'est Chagnot et le prénom c'est Yves. Ça fait quelques années que tu développes une maison d'édition, j'allais dire comme une fenêtre ouverte sur les livres. Et je suis dans le concret déjà, comme une invitation à me parler de tes choix éditoriaux, autant par la forme que par le fond. Oui, c'est le cas, oui. Donc 6 ans, il y a 6 ans, j'ai eu cette nécessité. Alors c'est pas une tournure de style de dire nécessité. C'était un moment difficile en fait et j'avais besoin de sens. De me dire que tout ça, ça avait un sens. J'avais des filles qui avaient fait les Beaux-Arts, qui avaient une critique très négative en fait de cet enseignement des Beaux-Arts. Malgré tout, c'était quand même positif parce que ça leur permettait de développer une identité, un espace de création personnelle, des réflexions. Je voyais bien que c'était formateur. Mais n'empêche que ça manquait de sens. Et tout mon travail professionnel jusqu'à présent, qui est un travail solitaire. J'étais coloriste de bande dessinée. Ensuite, j'ai créé une entreprise que j'ai gérée pendant 15 ans pour servir les besoins de Disney International. Donc tu comprends bien que l'idée de sens, c'était plutôt une idée de commerce, quoi. Et donc je me suis retrouvé à être obligé d'arrêter cette entreprise, à me demander ce que j'allais faire et être dans la dangerosité aussi d'un système de chômage, tout ça. Et en fait, je me suis dit, à cette époque-là, je me suis souvenu de ce qu'une de mes filles m'avait dit. Et elle m'avait dit, papa, au lieu de toujours parler d'art, de cette nécessité de faire, au lieu de parler, fais. Et elle m'avait dit ça une époque, Marie-Lou. Et en fait, je me suis souvenu de ça et puis je me suis dit, ben, je vais faire. Et là, il y a un rêve qui s'est mis en place et ce rêve est devenu réalité. Alors c'est Nelson Mandela qui disait qu'il fallait que le rêve soit très puissant pour qu'il puisse finalement surmonter les épreuves de la réalité. Et ben, c'était une réussite. Donc 6 ans après, cette maison d'édition, elle existe et elle est partie d'une idée de dire je vais me servir ou je vais servir les artistes, la démarche des artistes, en leur proposant de faire des livres où il n'y aurait pratiquement pas de mots, mais où le récit serait comme dans une exposition. La succession des œuvres contenues à l'intérieur du travail de l'artiste vont me permettre de faire un livre. Donc j'en ai fait un, puis 2, ou plutôt les 2 en même temps, en testant dans le réel si ça marchait, et ça marchait. Je l'ai testé maintenant avec plusieurs artistes, avec certains ça ne marche pas, mais dans l'œuvre de l'artiste, il y a un chemin. Et c'est ce chemin qu'on va mettre dans un livre en fait. Alors il fallait aussi que ces livres, qu'on puisse les dominer, c'est-à-dire les fabriquer nous-mêmes. Il y avait une envie de retrouver dans l'objet une vérité, une démarche. Donc on a trouvé ce système de livres accordéon qui nous permettait 2 choses. D'abord de dominer la fabrication du livre, puisque l'accordéon on peut le plier, le coller, le couper, le coller dans la couverture. Donc il y a tout un travail artisanal qu'on a en charge. Et ça permettait une chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'était d'avoir 2 côtés dans mon livre. Et donc d'un côté il y a l'œuvre, et d'autre côté il y a ce qui a inspiré l'œuvre. Et ce qui a inspiré l'œuvre, ça peut être très libre pour l'artiste, c'est son histoire, des poètes qu'il a lus, des références qu'il a, qui l'ont amené à réaliser une œuvre. Donc il y a certains livres qui sont vraiment basés sur ce travail d'œuvre et d'inspiration. Une sorte de recto verso avec des porosités. On a exploré pas mal de situations dans ce recto verso, comme par exemple les 4 saisons, hein, faire 2 saisons d'un côté, 2 saisons de l'autre. Comme par exemple un petit carnet de voyage et l'œuvre de l'autre côté. Là on est plus dans le carnet de voyage, le brouillon de l'œuvre et l'œuvre. Et il y a des livres qui sont effectivement devenus poreux. Il y a un artiste qui a fait tout un côté qui, si on le regardait en transparence par exemple, on s'apercevrait que de l'autre côté il y a exactement le même schéma. Donc il y a une forme de porosité déjà sur le plan du dessin. Et ouais, peut-être porosité sur le fait qu'un individu qui porte une œuvre
c'est un chemin qu'il fait lui-même dans son travail d'être humain et qui va nous transmettre dans son œuvre. Donc la porosité, elle est là aussi, oui. Mais toi, éditeur, ta part d'avis ou de conseil par rapport à l'auteur suppose une complicité que tu cherches au départ. Les 2 premiers livres, je les ai voulus, ça a été une volonté, et tout s'est enchaîné d'une drôle de façon. Il y a un travail qui se réalise des fois avec l'artiste qui peut être très lent. C'est-à-dire ce dernier livre qu'on a fait qui s'appelle Vivre Vivre, ça fait 3 ans qu'on réfléchit à ce livre avec l'auteur, et donc il y a eu des moments où ça se faisait pas, il ne se passait rien, et d'autres moments où ça s'accélérait, jusqu'au moment ultime où à force de travail, l'œuvre a pris forme. Donc ça peut aller d'un travail très lent, d'un travail des fois en 3 mois, et puis d'un travail où l'artiste amène la totalité de l'œuvre. Faire une différence entre illustrateur et artiste. Il y a des gens qui me parlent d'illustrateurs. Je ne travaille pas avec des illustrateurs, c'est vraiment travailler avec des artistes. Et dans une des démarches, enfin un petit texte que j'avais écrit au début de la création de la maison d'édition, c'était cette idée en fait de chercher dans l'œuvre des artistes quelque chose qui dépassait leur ego. Donc c'était une fois dépassé les questions de l'ego et du commun, dans quel espace on est et comment on peut le transmettre. Et j'y connaissais rien en poésie. Hein. La poésie, je l'ai découverte au fur et à mesure de ce travail-là. Et par exemple, René Rougerie, son fils Olivier Rougerie, on est un peu voisins géographiquement, m'a donné une très bonne définition de ce que je tentais de faire. Il m'a dit, nous, tu vois, on fait des livres de poésie, c'est-à-dire des pages blanches avec des mots dessus. Et leur fameuse couverture rouge. Et leur fameuse couverture blanche avec la typo rouge. La typo rouge, voilà. Et c'est des gens que j'honore particulièrement, comme Jacques Brémond, qui est mon parrain d'édition, que je suis allé voir tout au début en disant que je voulais faire ça. Où il m'a dit, fais surtout pas ça, quoi. Et plus cet homme parlait, plus Jacques parlait, plus je m'apercevais qu'il était d'une liberté qui payait durement par un travail énorme, mais personne au-dessus de lui décidait de ce qu'il allait faire. Donc c'était un état de création tout à fait intéressant. Et donc Olivier Rougerie m'a dit, nous on fait des livres de poésie, toi tu cherches à faire des livres poétiques. Donc la différence était jolie, quoi. Tes livres, on y retrouve bien sûr l'esprit de l'artisan, comme un fait main, mais les mains de l'esprit. Quel a été l'accueil dans les circuits que tu as mis en place? Les circuits parallèles, tels les festivals, ou le monde de la librairie? Quels ont été les écueils et les succès? L'écueil dans les librairies, c'est qu'on a des formats et une nécessité de présentation. C'est des livres qui, comme ils sont recto verso, ont pas sont pas des livres classiques, quoi. Donc, par exemple, le CNL, ils ne peuvent pas nous aider parce qu'ils ne savent pas dans quelle case nous mettre. C'est extraordinaire. Je suis tombé sur une personne extrêmement gentille qui m'a dit on ne peut pas vous mettre dans la poésie, on ne peut pas vous mettre dans les beaux livres, dans les beaux-arts, et on ne peut pas vous mettre dans le livre pour enfants peut-être. Elle me dit c'est des livres illustrés. Donc j'ai pas de case, donc j'envoie pas de dossier au CNL parce qu'ils ne peuvent pas me mettre dans une case. Alors il y a des libraires, les petites librairies, les nouvelles librairies qui sont très militantes, dans lesquelles on fonctionne vraiment très très bien. C'est un accueil direct, parce que c'est des gens qui cherchent autre chose. Et donc ça marche dans les librairies très classiques et les plus grandes, on n'a pas notre place. Et enfin ça dépend, il y a des moyennes, ça dépend du libraire, c'est une question de coup de cœur. Ça nous donne des fois une place que Gallimard aimerait bien avoir, parce que dans une librairie, justement, cette matière, tu dis, fait avec les mains de l'esprit, fait avec les mains du cœur aussi. Donc il y a vraiment une notion de cœur. Ça, c'est les écueils, c'est une impossibilité aussi de diffusion et de distribution, parce que nos livres, on les fait nous-mêmes, donc on n'a jamais de stock. On va avoir 40 livres d'avance, c'est tout. On ne peut pas envoyer d'un coup, quand je fais 500 exemplaires, j'ai pas 500 exemplaires, j'ai 500 fois 9 bandes et puis des couvertures, il faut qu'on assemble tout ça. Donc on est toujours un petit peu embêté avec ça. Et alors le bon côté, c'est que partout où on est passé, que ce soit dans des salons commerciaux comme Bruxelles, Salon du Livre de Paris, on a toujours une place, quoi. C'est-à-dire que les gens sont attirés parce qu'il y a de l'image et ils s'aperçoivent tout d'un coup que cette image, elle porte un récit aussi. On a un très très bon accueil dans les salons, on vend bien et on a 120 libraires avec qui on travaille. De quoi assurer une forme de pérennité. Ouais, c'est en train de se mettre en place maintenant.
on a un bon résultat. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Luc. Au revoir.